Samuel Titan, avant tout, bonjour, bon dia. Bonjour Arthur, c'est un plaisir d'être là avec vous. L'histoire d'un vaurien de Manuel António de Almeida. C'est un ouvrage qui a une histoire et tout est parti de Budapest avec Paul René. Ça vaut peut-être la peine qu'on revienne un petit peu en arrière parce que la première traduction en français, ça date de 1944. Paul René, il a une histoire parce que c'est quelqu'un qui est né en 1907 à Budapest. Alors, un Hongrois, le français, le portugais, un écrivain brésilien, ça vaut la peine qu'on revienne un petit peu en arrière. Oui, c'est pas évident comme histoire. Vous avez raison. L'histoire d'un vaurien arrive en France là par les mains d'un homme de lettres hongrois qui s'installe au Brésil, qui fuit l'Hongrie, fuit le nazisme, et s'installe à Rio en 1940 et qui là fait des amitiés un peu partout dans la vie, dans le monde littéraire. Et justement à ce moment-là, on était en train de redécouvrir Manuel António Almeida comme un grand classique du 19e siècle, comme un grand classique comique, ce qui est pas aussi commun. Et donc c'est à ces moments-là René arrive à Rio et fait des amitiés. Par exemple, il se lie d'amitié avec Aurélio Buarque de Holanda, l'auteur du grand dictionnaire de la langue portugaise. Et en 1943, il se met à traduire le mémoire d'un sergent de la milice, c'est le titre original, en français. Et cette traduction, qui est assez belle, on reprend là aujourd'hui, elle est publiée en 1944 à Rio par une petite maison d'édition. Donc nous avons là un paradoxe, c'est une traduction française qui existe depuis longtemps, depuis pas mal d'années, et qui pourtant n'a jamais circulé en France. On l'a trouvée jusque-là dans des bonnes bibliothèques universitaires, dans la Bibliothèque nationale de France, mais c'est pas très utile pour les lecteurs. Alors, Manuel António de Almeida, il est mort assez jeune, il avait 30 ans. Alors, il faut dire que ce livre, finalement, c'est quoi? C'est un recueil de certain nombre de textes qui sont parus dans un journal à Rio. Ça vaut peut-être la peine de rappeler un petit peu l'époque, la date exacte pendant laquelle c'était 2 ans, je crois, pendant 2 ans. Oui, c'est ça. On parle aujourd'hui, on connaît les livres comme un grand classique, mais il faut rappeler que c'est un ouvrage écrit par un jeune homme de 20 ans qui fait des études de médecine et qui doit gagner sa vie. Donc il commence à publier en feuilleton à la française et dans un journal de Rio, et ça dure 2 ans. Et il écrit au fur et à mesure que les chapitres sont publiés, et de là certaines contradictions qu'on peut toujours trouver dans les textes finaux. Mais voilà, c'est l'ouvrage d'un jeune homme, c'est léger, c'est réjouissant, c'est frais. Il a une jeunesse dans ce qu'il écrit qu'on n'atteint pas peut-être dans classique. Cela dit, c'est un roman de mœurs qu'il écrit entre 1852 et 1853, mais dont l'action est située dans les dernières années de la domination du régime colonial portugais au Brésil. Donc la toute première phrase dit que c'était au temps du roi. Ce sont les temps où la cour portugaise s'installe à Rio Oui, et d'ailleurs, c'était pour fourrer Bonaparte. Oui, oui, c'est ça. C'est une cour portugaise qui fuit le terrible Bonaparte, qui s'installe à Rio comme un dernier refuge de cette cour-là. Donc, il y a ces paradoxes. Pendant 15 ans à peu près, le Brésil, la colonie, devient le cœur de l'empire portugais. Et c'est un peu ça qui intéresse Manuel António de Almeida, ces chocs d'une civilisation à l'européenne qui doit faire face, qui se retrouve dans une situation assez différente, dont pas mal de situations comiques qui s'en dégagent. D'ailleurs, on peut dire que le livre, ça retrace, et c'est un genre de portrait de l'univers de Rio de Janeiro au temps du roi. Il faut rappeler la date, au début du 19e siècle. Oui, c'est daté autour de 1808, 1815. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu ces effets comiques qui naissent, qui viennent du choc de deux modes de vie, des deux civilisations, disons, assez différentes. Mais il y a ça, donc il y a ces côtés historiques, de mœurs, etc. Mais il y a aussi un côté extraordinairement comique, c'est ce qui fait le cœur du livre.
Alors, héros, anti-héros. Bon, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Leonardo, ses parents étaient portugais, sa mère et son père sont connus dans le bateau qui les emmenait. Et d'ailleurs, on écrase les pions, on pense les... Alors, il y a une petite phrase là-dessus, cette rencontre entre le père et la mère de Leonardo, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais enfin, alors, Leonardo, depuis tout petit, c'est quelqu'un que c'est impossible de supporter, hein, vraiment, un gosse insupportable. Pourquoi? On ne sait pas. Ce qui va devenir après, ça, on se rend compte que finalement, c'était quelqu'un de pas très respectable, entre guillemets. Leonardo, c'était le premier malandre de la littérature brésilienne. Oui, c'est ça. C'est les grands-pères de plusieurs malandres, de plusieurs vauriens qui peuplent la littérature, mais aussi la musique, la culture brésilienne. Donc c'est un peu une première version de ce type de héros ou d'anti-héros culturel qui a des racines assez profondes dans l'imaginaire des Brésiliens. Donc il s'agit de quelqu'un comme vous l'avez dit, c'est un gosse minable, insupportable, qui se refuse à tout, mais qui quand même est présenté sous des couleurs sympathiques. Voilà. Et il se refuse à tout, il travaille pas, il respecte rien, ni rien ni personne. Donc c'est quelqu'un qui en principe serait voué à la condamnation morale, disons. Et pourtant, voilà, en des charmes du livre de Manuel Antonio de Almeida, il est présenté sous des couleurs finalement soit neutres, soit sympathiques, et il est en fait indiscutablement le héros du livre. Donc c'est un peu le sacre du malandro comme héros culturel, comme le type qui se refuse à la domination, à l'ordre, soit l'ordre paternel d'abord, soit l'ordre social, politique, moral, etc. Ça veut dire donc que Manuel Antonio Almeida il a ouvert une voie à la littérature brésilienne et pas seulement là. Tout à fait. Donc il ouvre une voie à plusieurs écrivains, à plusieurs chanteurs, dont peut-être le plus connu à ce moment-là en France, c'est sans doute Chico Buarque, qui en a fait l'opéra du malandro, qui chante les prouesses de plusieurs malandros dans pas mal de ses chansons. Donc, mais qui est aussi présent, par exemple, dans tout l'univers du samba. Il faut rappeler aussi que, parmi autres choses, Manuel Antonio de Almeida a été un des membres fondateurs de la toute première société carnavalesque à Rio. Donc on parle là des années 1850, ça fait un siècle et demi, et c'est un peu un des pères du carnaval de Rio comme événement culturel. Je recommande aux lecteurs français les chapitres où il s'agit là de la description d'une procession religieuse, mais qui finalement finit dans une espèce de fête où trône le baianas, les femmes de Bahia, qui sont là, les vraies reines de cette fête qui, en principe, serait une fête catholique, mais pas tout à fait. Alors, il est mort, comme j'ai dit au début de l'interview, il avait 30 ans, un naufrage d'un navire. Alors, si on parle de Manuel Antonio Almeida, il faut citer quelqu'un, Machado de Assis, parce que finalement, c'est lui qui l'a mis un petit peu, comme on dit en français, le pied à l'étrier, qui l'a aidé, parce que comme typographe, et pas seulement. Donc, c'est un résumé, lui, ça a été un genre de pivot de la littérature brésilienne, quand même, c'est très important. Oui, il protège un peu le très jeune Machado de Assis, qui était typographe, apprenti typographe, en fait. Et il faut dire qu'il a là un côté, disons, social qui est intéressant, parce qu'il a, dans les deux cas, Manuel Antonio Almeida, mais aussi Machado de Assis, on parle là de gens de conditions, disons, inférieures. Machado de Assis en tant que métis, et Manuel Antonio Almeida en tant que fils de parrain portugais pauvre, arrivé au Brésil comme ça, et mort quand il avait 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc on parle là de gens, disons, plébéiens. Et c'est intéressant que ce soit eux, Manuel Antonio Almeida et Machado de Assis, qui soient restés comme des auteurs vivants, et ça peut-être du fait qu'ils ont su nourrir cette veine comique qui est presque absolument absente
de tous les autres auteurs brésiliens du 19e. Quand on compare, par exemple, l'histoire d'Envorien à la prose romantique qui est sa contemporaine, c'est incroyable. Les grands auteurs romantiques liés à la cour, c'est déjà la cour brésilienne, mais disons, ceux qui étaient liés à la cour brésilienne, ce sont des auteurs qui souffrent aujourd'hui, à nos yeux, sous une rhétorique assez lourde, assez datée, et tandis que eux, les petits plébéiens, ce sont eux qui sont finalement restés comme des auteurs vivants. Donc, Histoire d'Envorien, Manuel Antonio de Almeida, aux éditions Chandagne. Je ne veux pas faire un raccourci, mais ce sera ma dernière question. C'est un roman d'aventure, en quelque sorte, mais c'est pas un petit peu aussi un portrait au savoir avec la citation aujourd'hui, que quelque part au Brésil, il y a des choses qui ont dit, bon, finalement, plus d'un siècle après, ou 2 siècles après, beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Bon, d'un côté, la figure du malandro est toujours assez vivante parmi nous, mais pas seulement, mais pas toujours sous les mêmes lumières que celle-là dont peut jouir les Leonardo de Manuel Antonio Almeida. Les malandros est devenu une figure assez complexe, assez contradictoire, mais qui reste au cœur de l'actualité politique brésilienne, quand on parle des affaires de corruption, etc. Mais il y a aussi un autre côté qui garantit, je crois, un certain intérêt contemporain au livre, c'est ce refus de l'auteur, du narrateur, à passer des jugements moraux. Donc, c'est quelqu'un qui observe les gens et les situations avec les yeux ouverts, avec l'esprit libre, et qui ne se hâte pas à passer des jugements moraux, éthiques, peut-être trop rapides ou même pressés. Voilà, il y a une ouverture d'esprit dont on peut bien faire usage aujourd'hui.